Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors bonjour et bienvenue. À Au goût de chez nous, aujourd'hui, on va travailler le fromage de chèvre de la fromagerie du Ruban Bleu à Mercier. 3 fromages en particulier, la bastringue, le fromage de chèvre frais et le cheddar vieilli. Pour chacun, on va faire une recette différente. Pour le fromage de chèvre frais, on va faire des petits piments forts farcis avec du fromage de chèvre à l'intérieur, avec des petits légumes. On va relever ça un petit peu de piment fort. On va le mettre dedans, ça va être pané et frit. Puis on va servir ça accompagné avec une petite trempette à la crème sûre et à la ciboulette. Pour le cheddar vieilli, on va l'utiliser râpé et on va l'insérer dans notre risotto aux champignons et au canard confit. Et pour ce qui est de la bastringue, on va l'utiliser au dessert. On va préparer une croustade au bleuet, pacane, pomme et érable dans laquelle on va mettre un petit peu de fromage de la bastringue qui va donner un petit côté fondant et très goûteux. Donc, on va débuter premièrement avec les piments farcis. Pour commencer, on va avoir besoin d'une douzaine de petits piments forts jalapeno. C'est des piments qui sont toujours assez de la même grandeur, donc c'est très agréable à travailler pour ça. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les bouts, puis ensuite on va les vider. Les graines sont très fortes, donc ça va enlever un petit peu de puissance au piment. Mais vu qu'on les enlève, on va en rajouter un petit peu dans le mélange de fromage qu'on va mettre dedans. Question de réveiller nos papilles. Donc, on en prépare une douzaine comme ça. Si jamais, comme moi, vous vous battez en ce moment, coupez-les en deux. Quand on va mettre le fromage dedans, ça va être facile d'y redonner sa forme originale. C'est difficile d'utiliser d'autres piments. Si vous utilisez d'autres sortes de piments que le jalapeno, ça va être très bon aussi. Vous aurez peut-être juste besoin d'acheter des petits piments doux sucrés. Ça existe dans ce format-là. Ce qui est le fun avec ceux-là, c'est que c'est la format bouchée. Donc, un coup qu'ils sont panés, on peut facilement les tenir, croquer, 2 bouchées, puis c'est terminé. Les petits piments doux, vous pouvez toujours les farcir puis rajouter un petit peu plus de piquant à l'intérieur dans votre mélange de fromage. Le résultat va être le même. Le goût va être légèrement différent, peut-être un petit peu plus sucré, ce qui n'est pas nécessairement désagréable. Une fois vos petits piments préparés, on va préparer le mélange qui va à l'intérieur. Vous allez avoir besoin d'environ, je dirais, 200 g de fromage de chèvre frais, 2 échalotes vertes. On va les émincer. Ils sont prélavés. Le verre, on n'en a pas vraiment besoin de trop. Juste garder peut-être une dizaine de centimètres de tige. Ça fait de la couleur, puis ça a quand même bon goût, la tige à l'intérieur. Ensuite, on va avoir besoin de 2 gousses d'ail. Pour éplucher les gousses d'ail, c'est simple, vous avez juste à les séparer. On enlève finalement la partie qui est rattachée à la terre, où il y a les racines. Ce bout-là ici, c'est là que la tige sort de terre. Donc, on coupe la tête, la partie poilue. Des fois, il reste un petit peu de poil, un peu comme les échalotes. On enlève cette partie-là avec le couteau. On fait juste l'écraser légèrement. Puis la peau, la pelure s'enlève toute seule. Donc, on obtient notre gousse dénudée. Parfois, quand elles sont vieilles, on voit une repousse de gousses d'ail qui pousse au milieu, la tige est verte. Dans ce cas-là, on peut l'enlever. C'est un petit peu plus facile à digérer. Et on va la hacher finement. Donc, ce que je fais, un coup j'ai haché l'ail, je vais rajouter une pincée de
sel kosher. C'est un sel qui est un petit peu plus gros que le sel fin, puis il est un petit peu plus petit que le gros sel. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le couteau, je vais aplatir l'ail. Ce que ça fait, c'est que le sel agit comme un abrasif qui va m'aider à réduire l'ail en purée. Donc, on ne veut pas nécessairement pogner un gros moton d'ail dans notre bouchée, mais s'il est réduit en purée, le goût va être mieux réparti. Ça va être plus agréable aussi. On va aussi rajouter, pour contrer le goût de l'ail, on va rajouter un peu de persil frais. On va être 2 bonnes cuillères à soupe de persil frais haché. L'ail donne mauvaise haleine, le persil enlève la mauvaise haleine. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de persil et d'herbes fraîches dans les recettes qui contiennent de l'ail, parce que la chlorophylle contenue dans le feuillage, elle facilite la guérison de la mauvaise haleine. On va avoir aussi besoin de rajouter 2 petites pincées de piment broyé fort. Question de donner du piquant. Il faut aussi rajouter environ 1 tasse de ce fromage cheddar vieilli de Caroline. Celui-là, des fois, il est rare. Des fois, on n'en a pas toujours. Donc, il est peut-être caché en dessous du comptoir. Juste lui demander si jamais on n'en a pas. Si vous n'avez pas ce fromage-là, vous pouvez toujours remplacer par un fromage parmesan. Il n'y a aucun problème. On essaie de le râper assez fin. Donc là, j'ai une petite grille. Si vous avez une de ces râpes à fromage verticale qu'on râpe, vous pouvez prendre ça. J'aime bien ce modèle-là parce que tout le contenu reste dans le petit plat qui est en dessous. On va aussi rajouter 1 ou 2 grosses pincées de sel, du poivre du moulin et de la sauce Worcestershire. On mélange bien le tout. Pas besoin d'un fouet, une spatule fait très bien l'affaire. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farcir chacun de nos petits piments. Avec une cuillère à thé, on va en déposer dans chacun des petits piments comme ça. Puis inquiétez-vous pas si ça déborde. Quand on va les paner tantôt, ça va couvrir, puis ça va toujours avoir la forme du piment fort. Quand vous les videz par le dessus, vous pouvez toujours leur laisser une petite forme ronde comme ça va donner l'impression que le piment est entier. Une fois terminé, on va passer à l'étape suivante qui est le panage. Donc pour paner, on a besoin de 3 ingrédients. On a toujours besoin d'œufs battus, de farine et de chapelure. La seule raison, c'est simple, c'est que quand on panne quelque chose, premièrement, on l'assèche en le roulant dans la farine. Ensuite, on le trempe dans le mélange d'œufs. L'œuf colle à la farine, puis ensuite on le trempe dans la chapelure, la chapelure colle après l'œuf. Donc c'est un appareil à l'anglaise qu'on appelle. C'est assez basique pour tout ce qui est pané. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser nos 3 œufs. Là, j'en casse 3 parce que vu que c'est un mélange qui est un peu liquide à l'intérieur, le fromage va fondre un peu. Je vais mettre double panure pour être certain que la croûte soit étanche puis que le fromage ne sorte pas dans votre friteuse au lieu de rester dans votre piment. Puis, tout dépendant de la grosseur de vos piments, ça se peut qu'il vous reste du mélange. Toujours la possibilité de mettre ça dans un petit ziploc, mettre au congélateur, ça va se conserver, il n'y a pas de problème pour la prochaine fois que vous allez en faire. Vous pouvez toujours utiliser cette farce-là aussi pour faire autre chose, qui c'est peut-être des pâtes farcies un de ces jours, ou la mettre dans le milieu de votre lasagne, ça va donner un petit kick très agréable. Donc, un à la fois. Farine. On secoue pour enlever l'excédent. On trempe dans les œufs battus. Et on roule dans la chapelure. Une fois qu'on a fait ça une fois, la peau du poivron, du piment est un peu lisse. Ça
ça a tendance à mal coller aussi. Ce qu'on fait, on enlève l'excédent, on le remet dans les œufs et on le remet dans la chapelure. Et on répète l'opération pour les 12 autres. Une fois qu'ils sont prêts, je vais les mettre au frigidaire en attendant qu'on prépare la sauce et le restant du repas. Puis à la dernière minute tantôt, on va les mettre dans la friture, on va les faire dorer jusqu'à temps qu'ils viennent croustillants et délicieux. Bien, bonjour, moi c'est Jean-François Hébert. Je suis fromager, fermier et homme à tout faire ici à la fromagerie Ruban Bleu. Fromagerie Ruban Bleu, c'est une des plus vieilles fromageries de chèvre du Québec. Ça a commencé dans le début des années 80. Puis c'était pas nous qui étions propriétaires de la fromagerie, là. Nous autres, on a repris ça en 2005. Et c'était pas ici, c'était à Saint-Isidore dans le temps. Mais on est déménagé ici depuis 4 ans. Et puis, on a construit une nouvelle fromagerie. Les chefs sont déménagés. En fait, toutes les activités de l'ancienne fromagerie Ruban Bleu, c'est rendu ici maintenant. On fait du lait de chèvre, donc on fait du fromage de chèvre avec. On a des poules en arrière, on a des œufs, on les vend. On a de l'ail, on cultive de l'ail. J'ai le verger en arrière qui fait des pommes, des poires, des cerises, des prunes. On a un petit jardin, on fait des légumes. En fait, on n'a pas vraiment d'activités. On a beaucoup d'activités diverses, ce qui fait en sorte que quand les gens viennent ici, ça leur donne un choix assez vaste de produits qui nous appartiennent, que nous, on fabrique, ou aussi il y a d'autres produits de la région qu'on vend à la boutique, là. Tous les produits que vous allez retrouver chez nous, c'est tous des produits qui sont fabriqués à environ 50 km et moins de notre fromagerie. À part le papier de toilette, puis même le savon, c'est pas nous qui le fait, mais c'est notre lait qui est dedans, là. Mais sérieusement, en été, ça nous coûte pas cher vivre, là. En plus, on fait plein de marchés fermiers. Donc, sur ces marchés-là, on retrouve plein d'autres produits qui sont vraiment extraordinaires. Et on a une bonne monnaie d'échange avec le fromage. Donc, ça nous permet de faire du troc avec les autres gens qui sont avec nous autres sur les marchés. Puis, c'est ça, tout le monde est heureux. Les autres mangent du fromage, les autres, on mange des légumes, de la viande et compagnie. Puis toutes sortes d'autres produits aussi. Puis ça nous permet de s'alimenter de produits qu'en temps normal, je pense qu'on n'aurait pas les moyens de se permettre. Mais étant donné qu'on a une ferme, ça nous donne un bon coup de pouce de ce côté-là. Pour nous autres, personnellement, c'est une voie qu'on privilégie beaucoup parce que c'est ça, tu vas sur les marchés fermiers, la viande, c'est frais, les légumes, fruits et légumes, c'est frais, les confitures, c'est fait avec les fruits qui sont cultivés par les gens qui sont là. C'est ça, on mange super bien l'été, on mange bio, on mange des super bons produits. On n'est pas spécialisé dans un fromage qu'on distribue partout. On fait plein de sortes de fromages qu'on vend ici. Comme ça, c'est plus le fun pour les gens qui viennent nous voir. Ils ont un plus grand choix de produits, puis ça fait en sorte que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour venir nous voir. Au lieu de, si on faisait juste une sorte de fromage, les gens se déplacent de Montréal, d'ailleurs, ils achètent un bout de fromage, puis après, c'est tout, là, c'est quand même moins intéressant que de voir toute la gamme de produits qu'on a à offrir ou toute la diversité qui se retrouve sur nos tablettes puis dehors à l'extérieur. On fait un peu de tout, comme je disais tout à l'heure. Autant pâte molle, pâte ferme, frais, affiné, qui goûte beaucoup, qui goûte pas beaucoup, raclette, feta, fromage frais typique crottin de chèvre, plein de trucs là. La chèvre, il y a plein de monde qui sont réfractaires à ça au Québec, mais quand ils viennent ici, ils ressortent en disant « Wow, vraiment, c'est fou ce qu'on peut faire avec du lait ».
Puis moi, c'est ça que je trouve le fun, c'est que les gens, ils apprennent à nous connaître, puis ils nous apprécient, puis après ça, ils reviennent, puis ils sont contents. C'est quand tu vas dans une grande surface, que tu achètes un fromage industriel, tu sais pas c'est qui celui qui l'a fait, ton fromage. Même pour encore du temps, c'est des machines qui l'ont fait, là. Fait que, tandis que c'est ça, tu viens ici, ben c'est moi, c'est Caroline, c'est Samuel, c'est Laurine, c'est du monde, du vrai monde qui font des vraies affaires, qui goûtent le vrai, puis ben c'est ça, les gens, ben ça leur donne un sujet de conversation rendu à la maison. Ils peuvent parler de nous autres, ils peuvent parler de ce qu'ils ont vu, ils peuvent parler des trucs qu'ils ont appris ici, des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont appris. Donc, c'est ça, c'est le fun pour tout le monde, autant pour nous autres que pour eux autres. Alors, pendant que nos petits piments sont en train de se raffermir au frigo, vu qu'on a travaillé, le fromage a chauffé un petit peu, donc on va laisser durcir avant de les mettre dans la friteuse. On va préparer notre dessert, puis le temps que le dessert va cuire, on va pouvoir préparer notre risotto. Donc, pour préparer notre dessert, on va faire une petite croustade pomme bleuet avec des pacanes à l'érable. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais mettre mes pacanes dans la poêle pour les faire rôtir. Ça va dégager les huiles, ça va développer les goûts. Un coup qu'ils vont être rôtis, on va mettre le sirop d'érable. Un coup, le sirop d'érable dedans, on va laisser bouillir jusqu'à temps que ça l'épaississe. C'est un peu comme une tire. Puis là, on va faire un peu de magie. Avec une cuillère de bois, on va tout brasser ça. Le sirop va se transformer en sucre d'érable, puis c'est ce qui va servir à sucrer notre croustade. Donc, pour commencer, on va avoir besoin d'environ une tasse de pacane que je mets directement dans la poêle. Je mets ça à feu élevé, puis je les fais rôtir en les brassant légèrement avec une cuillère de bois, jusqu'à temps qu'ils sentent un petit peu rôti, qu'on sente un peu la noisette comme il faut. Ça n'a pas besoin d'être brassé souvent, juste surveiller pour pas que ça brûle, c'est tout. Dans ce temps-là, on va préparer notre tasse de sirop d'érable. Nos pacanes ont commencé à dégager une bonne petite odeur de rôti. Donc, ce que je vais faire, je vais arroser avec le sirop d'érable, puis on va laisser mijoter ça une quinzaine, 10 à 15 minutes, le temps que le sirop réduise puis qu'il devienne un peu comme de la tire, au niveau de la tire. C'est chaud. On laisse ça aller, comme je vous dis, 10 minutes environ. On va venir jeter un coup d'œil quand même à toutes les 5 minutes pour être certain que c'est pas en train de brûler. Mais normalement, ça devrait donner des gros bouillons. Très épais un peu. Vous allez voir au coup d'œil tantôt, je vais vous le montrer. Pendant que notre sirop bout, on va préparer notre mélange de croustade. Donc, vous allez avoir besoin de beurre, du beurre ramolli de préférence. Température pièce. S'il est un peu trop ferme, on fait juste le travailler un petit peu avec une spatule, il va ramollir. Vous avez besoin d'environ d'un quart de tasse. À ça, je vais rajouter une tasse de gruau et 2 tiers de tasse de farine. On ne rajoute pas de cassonade parce que notre sucre, ça va être notre sirop d'érable tantôt qu'on va le faire avec les pacanes qui sont mélangées. Donc avec la spatule, on mélange le beurre tranquillement. Là, on va servir du meilleur outil au monde, nos mains. On a juste à sabler. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des morceaux de beurre puis je les frotte doucement dans mes mains pour séparer le beurre en petits morceaux. Donc, on les écrase avec les doigts. Puis on frotte les mains ensemble. Ce qui va arriver, c'est que le beurre va être enveloppé par un peu de farine. Ça va séparer le beurre en petits grains. Donc, on n'aura pas quelque chose de gras. On va avoir une belle croustade croustillante partout. C'est bien mélangé quand on sent plus de motons de beurre partout nulle part et qu'on voit que c'est... Si je l'écrasais, ça va se tenir un petit peu, mais sans trop être massif. On essaie de garder ça léger. De toute façon, on va rajouter notre sucre d'érable tantôt puis nos pacanes. Ça va encore alléger notre mélange.
Donc ça, on met ça de côté. On jette un coup d'œil à notre sirop d'érable. C'est un bon départ. Tant que ça continue, on va s'attaquer à nos pommes et à notre mélange de bleuets. Vous aurez besoin de 2 pommes environ. Juste les peler. On enlève le cœur. On va couper ça en petits cubes parce qu'on va faire une petite présentation soignée. Je vais utiliser des petits cercles de métal. Vous pouvez trouver ça dans les magasins d'alimentation, d'équipements de cuisine, Doyon Cuisine entre autres, où ce que je vais tout le temps. Il y a différentes grandeurs, différents formats. Il y en a des plus hauts, des plus larges, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Donc la recette devrait être capable d'en donner environ 8. Aujourd'hui, j'en ai préparé 4. Le restant du mélange, mais vous ferez ce que vous voulez avec. Une tarte peut-être, ça va être très bon. Juste pour vous montrer qu'il y a différentes grandeurs, on va en faire 6 finalement. On va en faire des plus gros pour les petits cochons. Je vais couper les pommes à peu près de la grosseur d'un bleuet. Ça devrait cuire à peu près au même rythme, donc ça va être un souci de moins. Il ne faudrait pas que les pommes ne soient pas assez cuites et que les bleuets soient trop foireux, donc en étant de la même grosseur, ça va permettre une cuisson uniforme. Les bleuets de cette année, c'est quasiment des pommes. Hein. Ils sont gros. Bonne année pour les bleuets. Jette un petit coup d'œil à mes pommes en même temps. À mes pacanes, pardon. Ça sent rien. On voit que ça l'épaissit un petit peu. Le bouillon est quand même assez généreux, mais on va le laisser aller encore un petit 2-3 minutes, certain. Ça sent très bon, par exemple. Contrôle de la qualité. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du bouillon là, dans la casserole. On voit que le sucre est épaissi et qu'il est rendu concentré. Le goût d'érable va être plus fort. C'est à ce moment-là qu'on fait de la magie. Faites attention les enfants, vous voulez surprendre vos parents un jour. On retire du feu. Et là, on va brasser vivement. Là, faites très attention parce que le sucre qui est là-dedans est très, très chaud. C'est des brûlures instantanées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brasser. Puis en refroidissant puis en le brassant, le sucre, le sirop d'érable va se transformer en sucre d'érable. Fait qu'on brasse, on brasse, on brasse. Mais regardez bien, à un moment donné, ça va se transformer. Ça va devenir blanc et granuleux très rapidement. On y va énergiquement. Plus ça refroidit, plus ça devient dur. Les cristaux de sucre vont se former, puis nous, on va les casser avec notre cuillère en les brassant. Je prends de l'huile de coude. Et c'est parti. Regardez ça. Le sucre vient de figer tout d'un coup. Et on a des super pacanes. Fait que vous venez de découvrir le sachet des petites pacanes enrobées de sucre d'érable qui vendent dans tous les vergers dans le temps des pommes. On va mettre ça de côté, on va laisser refroidir un petit peu parce que je le mélange tout de suite avec mon mélange de gruau et de farine. Ce qui va arriver, c'est que c'est trop chaud puis le beurre va fondre puis ça va faire de la pâte au lieu de faire une belle croustade légère. 2 minutes, on va préparer, on va faire revenir nos pommes dans un petit peu de beurre avec nos bleuets. On va rajouter juste une petite pointe de sirop d'érable. Puis on va juste pour les ramollir, les attendrir. Puis après ça, on va commencer à monter nos croustades. Et on va mettre les pommes tout de suite. Faites attention aux éclaboussures. On sait que ça commence à cuire quand les bleuets commencent à faire changer les pommes de couleur. Donc à ce moment-là, je vais rajouter une petite pointe de cannelle.
Et on va mettre 50 ml de sirop d'érable, c'est juste pour dire. Puis comme je veux pas que ça fasse une espèce de purée molle, mouillée qui va dégoûter partout dans ma croustade, je vais rajouter là-dedans une cuillère à soupe de farine à peu près. Ça va aider mon mélange à épaissir, puis en même temps, ça va faire, on va pouvoir mieux voir les étages quand on va démouler nos petits cercles de métal tantôt. Nos pacans ont refroidi un petit peu. On va maintenant les ajouter à notre mélange de croustade. C'est vraiment poigné dans le fond du bol. On mélange délicatement. Et voilà. Maintenant, on va les dresser par étage. On va déposer le mélange dans nos cercles. Les cercles n'ont pas de fond, donc on les dépose dans un plateau avec un peu de papier parchemin au fond pour empêcher que ça colle tantôt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement les beurrer en utilisant nos doigts. On prend un petit morceau de beurre puis on le frotte partout, juste pour faciliter le démoulage tantôt. Et là, on a notre super fromage, la bastringue. Ça, c'est un très gros morceau. On n'a pas besoin de tant que ça, inquiétez-vous pas. Je dirais qu'une petite pointe comme ça va être suffisant. On veut en mettre pour donner un petit goût, mais on ne veut pas non plus que le fromage domine sur la croustade. Un bel équilibre, c'est toujours le secret. Donc, j'enlève la croûte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en petits cubes. J'ai peur que si je le râpe, il se mélange trop et qu'on ne soit pas capable de déguster les variantes qu'on va trouver dans les textures. J'aimerais ça qu'on ait des petits morceaux de fromage vraiment quand on va le mettre en bouche. Donc, avec une cuillère à soupe, on va déposer un petit peu notre mélange au fond de chacun. Là, je vise environ 1 cm au fond de chacun à peu près. 1 à 2 cm. On essaie d'équilibrer le mélange de noix, farine, gruau. On essaie d'avoir des pacanes dans chacun. Je presse légèrement avec les doigts. Je ne veux pas trop l'écraser, mais je veux que ça soit rempli bien comme il faut dans tous les petits raccoins. Juste écraser avec le bout des doigts. Un petit peu de notre compote. Je dépose quelques petits cubes de fromage. Vous pouvez toujours la faire en tarte aussi si jamais vous avez le goût, ce mélange-là. Avec une croûte à tarte au fond qu'on achète au commerce. Juste déposer votre mélange de pommes dedans. Puis juste à la surface, on garnit avec un petit peu de fromage, puis le dessus de notre croustade, puis on fait cuire au four. Même chose, environ 40 minutes au four à 375. Notre mélange est mis, on va rajouter combler avec le mélange à croustade. On presse comme il faut. Encore là, pour pas qu'il y ait de petits jeux d'air. Ça, c'est prêt. On va mettre ça au four. 375, 35 à 40 minutes. Notre croustade est dans le four, donc pendant ce temps-là, on va préparer notre risotto aux champignons. On va le faire en 2 étapes, parce que je ne veux pas mettre les champignons à cuire trop longtemps. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont éclater, ils vont devenir en purée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les champignons tout d'abord. On va les mettre de côté. Après ça, on va préparer le risotto de façon régulière et on va rajouter les champignons dernière minute pour leur donner le goût. Donc, ici, on a 3 sortes de champignons. J'ai des petits champignons café.
j'ai des pleurotes, puis j'ai des shiitake. Donc, on mélange un petit peu. Vous pouvez prendre les sortes de champignons que vous voulez. On n'a pas vraiment besoin d'une sorte en particulier. C'est pour faire de la variété. Puis, il y a différentes textures aussi. C'est agréable quand on mange quelque chose de ne pas toujours avoir la même texture de champignons. Les shiitake, ce que je conseille, c'est d'enlever la tige parce que la tige est un petit peu dure. Donc, on va garder juste les têtes. Ça, vous pouvez les garder quand vous faites des soupes. Vous pouvez les racheter dans vos bouillons, des choses comme ça. Donc, pas nécessairement de les jeter, mais si vous n'avez pas d'utilité, jetez-les. Les pleurotes, vous n'avez pas besoin de les couper avec le couteau, vous avez juste besoin de les défaire en morceaux comme ça. Ça fait des belles parures. Des fois, ils sont tout petits, des fois, ils sont gros. Juste les casser en morceaux. Eux aussi, quand vous arrivez dans le bout de la tige, des fois, c'est un petit peu rubber, donc mettre de côté. Pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est plus agréable dans la bouche de ne pas frapper ce petit moton de... un petit peu de tignasse, qu'on va dire. Ça tiraille. Les champignons, je les couperai pas en tranches, je vais les couper en quartiers. Donc, champignons en deux, après ça en 3 ou 4 morceaux. Donc, je vais faire chauffer ma poêle. Grande casserole, parce que le riz, on va rajouter environ, pour une tasse de riz, on rajoute à peu près 3 tasses de bouillon, à 4 tasses, tout dépendant du riz. Donc, juste faire attention de prévoir un contenant assez grand. J'ai aussi mis mon bouillon de poulet à chauffer. Donc, le bouillon de poulet est dans une casserole. On va le garder frémissant. Pas qu'il bouille, faut pas qu'il s'évapore, mais en même temps, je veux qu'il soit chaud. Quand je vais le rajouter en louche par louche, après ça, je veux pas qu'on perde la température de cuisson et que ça augmente le temps de cuisson aussi. Le secret d'un bon risotto, beaucoup de richesse. Donc, n'ayez pas peur de mettre du beurre, n'ayez pas peur de mettre du fromage. Vous allez goûter la différence. Donc, faire sauter mes champignons. Puis les champignons, veux pas, c'est comme des petites éponges à gras. Donc, soyez généreux pour les faire sauter. Je vais attendre que ce soit vraiment chaud pour les saisir, les champignons. Je veux pas qu'ils bouillent dans leur jus, je veux vraiment les rôtir pour faire sortir la saveur, le caramel qui va faire en croûtant. Donc, vraiment très très chaude. On va laisser le beurre fondre dans la poêle. On va attendre qu'il mousse puis qu'on commence à voir une petite couleur noisette apparaître. Après ça, on va les laisser tomber dans le beurre. En attendant qu'on fasse cuire nos champignons, on va laisser notre poêle chauffer. On va désosser nos cuisses de canard. Donc, pour 4 personnes, vous allez avoir besoin d'environ 2 cuisses de canard. Si vous voulez que ce soit un repas. Si vous voulez en entrée, vous avez juste à mettre juste une cuisse de canard. Elle va être moins riche en viande, donc moins protéiné, moins soutenant. Donc, cuisse de canard confite. Soit vous les faites à la maison, soit vous les achetez au commerce. Ceux-là, c'est moi qui les ai préparés. On va juste détacher la viande de l'os. Donc, c'est pas bien compliqué. Vous avez juste à déboîter l'articulation. Puis ensuite, déshabiller finalement. Mettre ça de côté, la chair. Cuisse de canard, ça ressemble beaucoup à une cuisse de poulet. Donc, toutes les volailles finalement sont faites de la même façon. Vous avez juste à suivre les os et à tirer sur la viande. Notre beurre est bien chaud. Il commence à caraméliser. On va laisser tomber nos champignons. On va les faire revenir environ 2 à 3 minutes. Là, je ne veux pas trop les brasser, mais je vais les laisser rôtir comme il faut. On va les laisser comme ça. Je vais les brasser une fois de temps en temps, à peu près à toutes les minutes. En attendant, on va hacher notre oignon puis notre ail pour notre risotto. Là, j'ai un beau gros oignon espagnol. On va en avoir besoin de la moitié environ. Là, c'est libre à vous pour l'oignon. Il y en a qui préfèrent ne pas le voir dans leur risotto, puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir un petit côté chewy d'oignon. Donc, moi, je préfère le couper finement. Je vais essayer de lâcher à peu près la même grosseur que le grain de riz va être une fois cuit. Donc, en déposant votre oignon à plat sur la table, avec votre couteau parallèle de la table, vous faites des incisions d'un côté à l'autre. Ensuite, perpendiculaire. On incise d'un côté à l'autre. On pivote et on tranche encore une fois dans l'autre sens. Vous allez avoir des petits dés comme ça. On va brasser nos oignons, nos champignons, pardon. Vous voyez, là, on a un beau rôtissage dessus, c'est ça que je veux avoir.
On aura besoin de 2 à 3 gousses d'ail avec ça, tout dépendant de la grosseur. Encore une fois, on enlève le bout qui rattache à la terre. On l'écrase. Un petit peu plus. Super. Je vais déposer ça dans mon assiette pour le transférer dans ma poêle. Ils sont bien rôtis, ils sont bien bruns. C'est ce que je cherchais. On va commencer à faire cuire notre riz. Donc, encore une fois, belle mode de beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous préférez, ou du gras de canard, vu qu'on a un risotto au canard, si vous en avez sous la main. Ce qu'on veut, c'est un corps gras, finalement. À ça, on va rajouter nos oignons et notre ail. Puis on fait ramollir ça environ une petite minute ou deux, là. Nos oignons ont commencé à changer de couleur un petit peu. On va rajouter notre riz, puis on va le faire rôtir un petit peu. Ça, c'est l'étape bien importante quand on fait du risotto. C'est comme il faut que le grain de riz soit bien enveloppé de gras. Ça le fait rôtir, ça va développer son petit goût de noisette qu'il va avoir à l'intérieur. Ils appellent ça chancrer le riz. C'est là que ça va être l'étape de rajouter une petite gorgée de vin blanc pour faire décoller tout ça. Moi, je mets l'équivalent d'à peu près 3/4 de tasse. Le secret du risotto, c'est d'attendre que le liquide soit presque tout évaporé avant d'en rajouter. Puis on le rajoute toujours à peu près 3/4 de tasse à la fois, une tasse. Donc ça prend une vingtaine de minutes. Malheureusement, on ne peut pas trop le laisser aller tout seul parce que ça s'évapore assez rapidement. Donc surveillez, quand il recommence à devenir sec et à pouvoir se manier comme ça pour faire des boules, c'est le moment d'en rajouter. Je vais baisser le feu à mi-élevé pour qu'il cuise un petit peu plus tranquillement. Je l'entends, là. Je vais garder un œil dessus. Et pendant ce temps-là, on va se râper une tasse et demie de fromage, notre vieux cheddar de tantôt. Ça devrait être suffisant. Ça sent vraiment bon. Pour moi, c'est un péché mignon du risotto. Pendant que ça cuit, je vais juste préparer mon canard. Je vais le couper en petits morceaux un peu plus fins. Juste pour qu'on puisse retrouver un petit peu de canard un peu partout dans chaque bouchée, là, sans nécessairement avoir juste un gros morceau de canard. On essaie de le couper en morceaux à peu près d'un demi-centimètre en cube, là. C'est le moment d'en rajouter encore un peu. Au moment de servir notre risotto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans l'assiette puis on va le saupoudrer avec un peu de ciboulette hachée puis de persil haché. Donc ça, on va préparer ça en attendant que ça finisse de cuire. Une fois qu'on a rajouté une troisième dose de notre bouillon, avant de rajouter la quatrième, on va y goûter un petit peu. Normalement, le gris devait être encore un petit peu croquant, un peu al dente. Donc, quand vous atteignez ce niveau-là, on n'en rajoute plus. Si vous voyez qu'il est encore un petit peu trop ferme, on va en rajouter un petit peu encore. On va poivrer notre mélange pendant qu'il cuit encore. Pour ce qui est du sel, je n'en rajouterai pas tout de suite parce que le canard confit est très salé. Le fromage aussi. Donc ça va être dernière minute, on va goûter. Si on a besoin d'en rajouter, on en rajoutera. Sinon, on laisse ça comme ça.
C'est très bon, mais c'est encore très croquant. On va y en donner une autre dose. Encore un petit peu croquant, mais quand même tendre. Avec ce qui reste de bouillon, ça va être juste parfait. On va le laisser aller dans 2 petites minutes. On va rajouter les derniers ingrédients de notre risotto, puis ça va être prêt. On va procéder à la dernière étape. On va rajouter la dernière petite motte de beurre qui reste là. Et là, je suis pas très généreux, je vous avertis. Si c'était pour moi, j'en rajouterais un petit peu plus. Je vais rajouter le beurre, bien mélanger, faire fondre le beurre. Notre risotto va vraiment être très crémeux. On rajoute nos champignons. Notre canard confit. Et notre fromage de cheddar râpé. Et là, on fait de la bonne boîte. On sent vraiment le fromage de chèvre âgé. Il y a vraiment une différence avec le parmesan habituel. Étant donné que notre fromage de chèvre a tendance à être un petit peu plus... il n'est pas aussi liquide quand ils font que le fromage parmesan régulier. Si jamais vous trouvez qu'il est un petit peu trop pâteux, on a juste à rajouter une petite cuillère de bouillon pour le diluer, pour l'assouplir. Mais pour l'instant, ça c'est prêt. On n'a plus besoin de toucher à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire frire nos petits piments forts. On va préparer notre petite sauce qui l'accompagne, puis après ça, on va dresser les assiettes pour la présentation. Nos croustades devraient sortir du four dans environ 1 minute ou 2, donc ça devrait tout être parfait. Donc pour notre trempette avec nos petits piments jalapeno, on va avoir besoin de crème sûre, on va avoir besoin de ciboulettes fraîches, on va avoir besoin d'oignons verts également. Et on va rajouter sel et poivre en plus de ça. Donc, ça va être juste ça, nos ingrédients. C'est assez simple. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce tabasco dans votre mélange. Mais le piment en tant que tel va déjà être assez piquant. Vous allez être content d'avoir quelque chose qui est rafraîchi à la place. Donc, environ 1 tasse de crème sûre. On va poivrer un peu. Une pincée de sel, parce que quand même, la crème sûre, c'est pas assaisonné du tout. Petite goutte de sauce Worcestershire. On va rajouter un bon dissous de ciboulette fraîche hachée. On mélange tout ça. Mettre un oignon vert qu'on va hacher finement. Notre petite sauce pour nos piments forts est prête. Notre sonnerie a sonné pour nos petites croustades au bleuet et aux pommes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir nos croustades. Ensuite, on va tout de suite aller à la friteuse pour faire frire nos petits piments forts. Et voilà! Je pense que c'est cuit. Hein. Ça, vous voyez la petite éruption volcanique. Ça va sans doute nous compliquer la vie un petit peu pour le démoulage, mais on va vivre avec. C'est le moment d'aller à la friteuse. Avant de sortir, j'ai sorti mes petits piments forts. Je vais préparer un petit cabaret ici avec du papier absorbant. Ça peut être du Scott Towel, ça peut être du papier absorbant brun. C'est comme ce que vous avez chez vous. Ça peut être une lavette, un linge à vaisselle. Juste pour enlever l'excédent de gras quand on va sortir les piments d'huile. Ça, j'approche ça de ma friteuse. On y va. Un par un, je vais prendre les piments puis je les dépose dans le panier.
Juste préciser, votre huile de friteuse doit être à 350 degrés environ. C'est la température nécessaire pour faire bien dorer l'extérieur, puis permettre aussi à l'intérieur le petit piment de cuire aussi. On les met dans l'huile environ 1 minute 30 à maximum, là, 1 à 1 minute et demie. On profite du fait qu'ils soient encore chauds pour sortir de l'huile. On les poivre un petit peu. Dernière touche. Pincée de sel. Et on va pouvoir dresser nos assiettes. C'est comme un amuse-gueule en groupe, fait qu'on va mettre la sauce dans un petit coin. On va disposer les petits piments autour. Puis là, vous pouvez préparer ça un petit 5 minutes avant de les servir parce que c'est chaud. Il ne faut pas que personne se brûle. Déjà qu'ils vont se brûler en les mangeant. Voilà, petite entrée très relevée. Le risotto, même chose. Disposé au centre de l'assiette. Faites une petite montagne. On saupoudre avec notre persil, notre ciboulette. Et voilà, c'est prêt à manger. Pour sortir vos petites croustades de leur moule, je vous conseille de prendre une spatule, de la glisser sous le moule et de la transporter comme ça. Ça se peut qu'on se batte avec, mais on va essayer. En poussant légèrement un peu tout le tour pour le décoller, je vais soulever le cercle en espérant que le beurre a bien joué son rôle. Une super croustade. Il nous restait du mélange de tantôt. On peut juste pour la décoration en remettre un peu à la surface. Et voilà, piment jalapeno farci au fromage de chèvre, risotto au canard confit aux champignons avec fromage de chèvre, cheddar de chèvre vieilli, et notre petite croustade pomme et bleuet avec des pecans à l'érable à l'intérieur. Bon appétit tout le monde, puis ça, ben, c'est au goût de chez nous.